Il y a actuellement énormément de jeunes qui viennent apprendre la musique avec des cours de solfège qui sont faits tous les soirs par un professeur de musique. Rien du tout, c'est ça. Je sais pas, moi. Est-ce qu'ils s'intéressent seulement aux résultats du Tour de France ou des matchs de foot? J'en sais rien. Il faudrait que je leur pose la question. Souvent, ils sont absolument ignorants. Enfin, je suis forcément idiot, mais ce genre de développement, à un moment, je dis, on va regarder. On peut dire que Monokini, c'est un projet qui date de 2002, qui a été fondé à Montpellier, et dont je ne suis pas à l'origine en fait. Je suis parti à Montpellier travailler au sein d'une structure, et Monokini c'était un peu une coquille vide. Et comme moi j'aime bien regarder les filles qui marchent sur la plage, leur poitrine gonflée, etc., je me suis dit que Monokini c'était un petit nom sympathique, et j'ai souhaité développer le projet sur Montpellier, à savoir en faire un véritable espace de projection. C'était un lieu. Hein. Voilà. Et donc c'est devenu pendant 2 ans et demi, 3 ans, un espace de projection dédié à l'art vidéo, au cinéma expérimental et au cinéma différent, hein, pour voilà, utiliser des étiquettes bien connues, bien définies. Et puis j'en ai eu marre de Montpellier, qui pour moi ressemblait à un décor de sitcom géant, et moi je n'aimais pas ça du tout, donc je suis retourné à Bordeaux d'où je venais, où je menais déjà un projet depuis 1996 qui s'appelait Les Chercheurs d'ombre, mais j'ai décidé de faire un putsch, et le putsch a consisté à prendre le pouvoir au sein de l'association Monokini et ramener la structure sur Bordeaux. Donc depuis 2006-2007 maintenant à Bordeaux, Monokini c'est quelque chose qui se veut une structure, enfin voilà, c'est une association de loi de 1901, mais qui est essentiellement pilotée par Bibi, avec des collaborations souvent temporaires et éphémères, avec des gens qui sont souvent des gens de qualité, qui décident d'aller voir ailleurs ensuite pour leur propre travail. Si bien que voilà, c'est une asso qui a suivi diverses orientations depuis le début, à savoir promotion de ce que j'appelle les cinémas de traverse, c'est-à-dire de ces formes de production cinématographique qui échappent justement aux conventions commerciales du cinéma, pour promouvoir des formes, pour promouvoir une histoire parallèle du cinéma. Le cinéma underground, le cinéma expérimental, le documentaire de création, en tout cas des formes qui sont peu ou pas vues aujourd'hui dans les salles de cinéma, ou aller travailler le répertoire, le patrimoine filmique oublié. Je suis aidé pour cela par les revues des années 50-60, voilà, que je feuillette, donc je suis toujours à la recherche de choses. Alors moi je suis pas quelqu'un très branché internet, donc moi je dis toujours tu n'as rien vu sur YouTube, hein, comme je fais ma Marguerite Duras, non tu n'as rien vu sur YouTube. Moi je suis un partisan en fait de la projection cinématographique, et je défends notamment, même si je suis sensible à
à des formes de production autour de l'art vidéo et des arts dits numériques. Je suis très attaché à la projection en 16 mm ou en 35 mm, et autant que possible, je fais en sorte que les films que je programme soient montrés dans leur format original. Donc voilà, c'est une orientation principale de Monokini, la programmation et la projection. Et par ailleurs, il y a aussi un travail curatorial, d'exposition, de recherche. Depuis maintenant plus de 10 ans, je me suis orienté vers cette dimension de collecte et de cinémathèque artisanale. Cinémathèque avec un petit C, parce que franchement, ça reste quelque chose de très artisanal, il n'y a pas une dimension professionnelle. Et le catalogue, il est surtout destiné à des camarades qui travaillent dans le champ de la programmation en France et ailleurs. C'est pas du tout officiel. Donc, les trois séances du Figaro reposent en grande partie sur ce fond, sauf la première séance qui a eu lieu au Théâtre Garonne sur une thématique initiale qui se voulait rapport entre cinéma et musique. Du coup, j'ai appréhendé le support filmique, le projecteur comme un instrument et le film comme une partition visuelle du cinéma. C'est pas du cinéma pour l'oreille, c'est de la musique pour l'œil. Enfin voilà, les choses se complétaient en fait. Donc des films expérimentaux, historiques ou contemporains, complétés de ce programme de copies que je possédais dans mon fond. Voilà, donc je trouve que la présence du cinéma expérimental au Figaro, c'est quelque chose de génial, de nécessaire. Voilà. Je pense que le cinéma expérimental peut être très grolandais aussi. Donc il faut continuer les gars, continuer à diffuser du cinéma expérimental, pas pareil, parce qu'on le voit peu. Et je pense qu'à Toulouse c'est pareil qu'ailleurs. Ensuite il y avait cette séance aux abattoirs autour du thème de Groslard, donc un portrait sur Karel Appel, qui était assez chouette, où on le voit attaquer la toile à grands coups de pinceau, et puis à jouer de la musique barbare derrière. Donc c'était quelque chose assez punk quand même, pour un film de 61. On voit bien que les punks, ça a commencé bien avant Iggy Pop, ça on le savait. Les Dada étaient punk, et puis les Situ aussi d'une certaine manière. Enfin, voilà. Et puis ensuite on avait un autre film sur d'autres proto-punks, qui était Nouveau Réaliste, qui compilait, qui compressait, qui rompait avec les codes de l'art de l'époque. Voilà, un mouvement qui a commencé à émerger dans les années 55 autour de la figure d'Yves Klein, un zébulon bien connu, créateur du fameux bleu Klein, qui peignait des toiles au lance-flammes et qui servait de femme nue comme pinceau. Donc ça déjà c'est croustillant. Et puis voilà, c'est un chouette documentaire très rare, et je suis très content qu'on ait pu le montrer à Toulouse, parce que ce film vient de Toulouse, il vient d'une poubelle de brocanteurs de Toulouse, que j'ai sauvé il y a une dizaine d'années, comme ça, d'une benne. Et voilà, en tirant les amorces, je suis retombé sur cette copie qui est très rare, parce que Jacques de la Villeglay, qui a vu ce film lors de ses 80 ans, m'a dit « Vous avez trouvé des 10 copies qui existe au monde de ce film, qui est un tirage en fait réalisé par une galerie parisienne, et qui comptait vendre cette copie à des collectionneurs. Donc voilà, c'est plutôt une bonne pioche. Et ensuite, la troisième soirée était bien située, puisque c'était au Cratère, qui était un lieu qui, je crois, dépendait plus ou moins de la Fédération des œuvres laïques au départ, voilà, dans cet esprit comme ça d'éducation populaire, cinéma militant. Et donc c'était une très bonne idée, Maxime, d'avoir choisi un programme donc dans le catalogue Monokini autour de cinéma militant des années 60-70. Et là c'est pareil, on s'est régalé, parce que d'une part on a vu une séance de plein air qui était pleine, avec sans doute des gens qui avaient connu mai 68, mais surtout plein de jeunes gens, sans doute avides de voir quels étaient les discours qui soutenaient les luttes du passé, et voir je sais pas, on n'en a pas parlé avec les gens, mais je trouvais ça vraiment encourageant de voir un jeune public curieux de ce cinéma militant passer, quoi. Et c'est une belle séance réussie, avec une série de films tous aussi punchy les uns que les autres, qui flirtaient pour certains, même avec le cinéma
quand on parle d'agite-prop, c'est vraiment forte agitation, même agite-prop dans ta gueule, hein, parce que les films qui frisent avec l'expérimental, un montage d'images assez intense. Et voilà, un film comme Une poignée de gros sel de Michel Capture est un film qui date de 1975 et qui résonne fortement avec l'actualité par rapport à la question de l'obsession sécuritaire en France et d'une forme de militarisation de la société civile. Блядь, хуй. Все, хватит. Да понимаешь, дороговой. Ты как попугай откуда отвечаешь. И сам нормально. Пришли херню. Я и сам... Bonjour, je m'appelle Nieto et donc là je suis à Toulouse pour les festivals Fifi Gros qui m'ont invité et c'est assez touchant parce que c'était ma ville d'accueil où je suis arrivé en France il y a 15 ans, donc j'ai fait une année d'études à l'école des Beaux-Arts ici. Ensuite, je suis allé à Paris où j'ai continué mes études aux Arts Déco, aux Beaux-Arts de Paris également. Et je me suis retrouvé un peu par hasard à faire des films dans le milieu du cinéma. À côté, j'ai continué à faire des performances. Donc tous mes films, ça mélange un peu de performances expérimentales, cinéma. Et ça parle aussi du cinéma, donc c'est de méta-cinéma quelque part. Et aujourd'hui, j'ai fait plus des mises en scène d'opéra, parce que justement, c'est ces côtés spectacle en direct devant un public qui m'intéressait. Et toujours en mélangeant des vidéos et la mise en scène en direct. Voilà, j'étais très intéressé par le langage, donc ce qui m'a amené à faire justement ces documentaires sur les singes réalisateurs, parce que ça touchait au langage cinématographique qui a été un peu développé chez les primates par des scientifiques japonais. Et voilà, c'est le film qu'on a vu aujourd'hui. Plaque de verre avec un côté très tranchant. Je vais essayer de couper cette souris en 2 morceaux. Ça marche tout à fait comme le verre de terre. L'animal, ça m'a toujours suivi depuis que je suis tout petit. J'ai eu toutes sortes d'animaux des compagnies, une vache, même des chiens, des perroquets. Quand j'ai vécu en Colombie, c'était beaucoup plus facile d'avoir des animaux des compagnies exotiques. Et voilà, il y a toujours ces rapports justement. Je trouve que l'animal c'est quelque chose de très mystique parce que c'est vraiment entre la plante, elle vit totalement dans la réalité. Alors que l'animal, il a quand même l'image, comme les êtres humains, c'est-à-dire il a la vision, mais il n'a pas le langage, donc il y a une barrière en moins, mais en même temps, il y a un accès plus immédiat avec l'être humain
Et ça suffit d'aller regarder votre chat dans les yeux et vous verrez, c'est le cosmos en entier qui est reflété là-dedans. Et donc il y a toujours ces mystères-là, on ne sait jamais vraiment ce qu'ils ont derrière la tête. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce qu'il y a dans le cinéma justement cette espèce d'anthropomorphie des singes avec toutes les expressions. Quand ils rigolent, on dirait qu'ils rigolent, mais en fait non, ils te montrent les crocs pour te montrer que ça peut être dangereux et qu'il faut faire attention. Donc il y a toute cette espèce de rapport symbolique qui est intéressant et évidemment avec toute la symbolique que les différents animaux ont eu à travers les époques dans l'art, justement au Moyen-Âge, par exemple avec l'ours ou les lions, ou le cochon même, ou même le fœtus de cochon. Voilà, ça passe d'être un animal psychopompe, complètement mystique, ou à être l'animal qui représente les ténèbres, le mal. Et voilà, c'est toujours cette espèce d'ambivalence où on ne saura jamais comment les saisir, qui est beaucoup plus ouvert que de travailler avec un comédien, par exemple, où c'est un peu plus carré. Précepte de l'art perversionniste, Marcel Flores et Vincent se mettent en scène lors de performances d'une grande passion. Grâce à un simple dispositif de musculation qui a été amélioré pour l'occasion, Marcel Flores guide le bras invalide de Vincent pour dessiner. Pour créer en fait, l'humour, effectivement, c'est très particulier parce que je ne m'ai jamais considéré comme quelqu'un de drôle. Mais en même temps, j'essaye de faire de l'humour. Un peu, c'était mon arrière-plan avec la psychanalyse. Parce que dans la psychanalyse, par exemple, un psychanalyste lacanien, par exemple, il ne va jamais te dire quoi faire, ou ceci est bien, ceci est mal. Non, il va t'écouter, au bout d'un moment, il va te sortir une blague qui va te faire réfléchir en fonction d'un jeu de mots, de quelque chose que tu viens de dire. Et c'était là où j'ai voulu jouer toujours un peu dans mes performances, où par exemple j'amène les gens dans quelque chose de très absurde, comme une espèce d'absurdité, mais qui est pourtant réel, tout le monde pense que c'est vrai. Et au bout d'un moment, on fait une virgule, et là, les gens, ils revoient les choses d'une autre façon, parce que tout était faux, en fait. Tout ce que je viens de dire comme quelque chose de vrai était faux, en fait, était fausse. Et donc, c'est cette virgule-là qui m'intéresse, parce que c'est pas dans mon intérêt de juste tromper les gens pour les tromper, et qu'ils partent sans savoir qu'ils ont été trompés. Ce qui m'intéresse, c'est ce moment-là précis où tout bascule, et on fait comme une espèce de marche arrière, et on rembobine et on revoit les choses autrement, ça devient de la pure fiction et plus de la réalité.